Merci messieurs, l'émission spéciale Trump, 47e président, continue en direct de New York. La parole à nos confrères, à nos collègues qui sont délocalisés. Bonsoir Benjamin. Donald Trump will become the 47th President of the United States. Battu il y a 4 ans, poursuivi en justice, on lui a tiré dessus il y a 3 mois. C'est une revanche à l'américaine à laquelle on assiste. Please welcome President-elect Donald J. Trump. This will truly be the golden age of America. Make America great again. We've been waiting for this 4 years patiently to get him back into office, to get us back to where we need to be. God has brought him back to us. Donald Trump a remporté plusieurs États clés, notamment la Pennsylvanie. Idem aussi la Caroline du Nord et la Géorgie. Qu'est-ce qui va se passer en Ukraine maintenant? Si les Américains arrêtent, ils arrêtent comment? Ils arrêtent quand? Je pense que même Trump n'a pas idée de ce qu'il va faire là. Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission spéciale ici aux États-Unis en direct de New York, alors que la démocratie américaine s'est réveillée ce matin avec un nouveau président, Donald Trump, qui redevient l'homme le plus puissant du monde, le comeback le plus incroyable de toute l'histoire politique américaine. Donald Trump condamné, inculpé pour tentative de coup d'État que l'on donnait pour mort politiquement il y a 2 ans, de retour à la Maison Blanche, et cette vague rouge qui a tout emporté sur son passage, les États clés, le Sénat aussi. BFM TV vous propose une nouvelle fois un dispositif exceptionnel pour décrypter les conséquences de ce coup de tonnerre. Nous sommes partout sur le terrain, dans les États pivots qui ont fait gagner Donald Trump auprès des équipes de campagne. On attend toujours la prise de parole de la candidate défaite Kamala Harris, à suivre bien sûr en direct sur BFM TV. Nous serons dans un instant à Washington aux côtés d'Apolline de Malherbe et de Patrick Sauce, et dans notre studio de réalité virtuelle pour vous montrer comment le candidat républicain a réussi à écraser le match. Les analystes se sont-ils trompés? À quoi va ressembler l'Amérique de Donald Trump? Quel impact sur l'Europe et le monde? Restez avec nous, on se retrouve dans un tout petit instant ici à New York. A tout de suite. Et vous suivez cette édition spéciale ici en direct de New York aux États-Unis, le jour d'après Donald Trump élu 47e président des États-Unis. Toutes nos équipes sont mobilisées sur le terrain pour vous faire vivre la façon dont l'Amérique, dont les électeurs américains réagissent aux résultats de ce scrutin. Nous sommes partout, bien évidemment, dans les États clés qui se sont prononcés pour Donald Trump, le candidat républicain. Nous sommes auprès des équipes de campagne. Je vous rappelle que l'on n'a toujours pas entendu la candidate défaite, la candidate démocrate Kamala Harris, qui doit prendre la parole d'ici quelques heures. Ce sera bien sûr à suivre en direct sur BFM TV, et nous allons tout de suite retrouver notre équipe à Washington, retrouver Apolline de Malherbe et Patrick Sauce. Apolline, Patrick, c'est un examen de conscience qui doit commencer pour le camp démocrate dans une ville, Washington, où l'on craignait le retour aux affaires de Donald Trump. En fait, ici, c'est l'establishment. Ici, c'est l'élite. Ce que vous voyez derrière nous, la Maison Blanche, elle en est le symbole. Ça fait en réalité beaucoup plus longtemps que Donald Trump, que président après président, ils disent tous qu'ils vont shake Washington, secouer Washington, pour justement montrer qu'ils sont du côté du peuple. Sauf que cette fois-ci, eh bien, Kamala Harris, elle a perdu le peuple. Les électeurs populaires n'ont pas voté pour la gauche, pour des raisons économiques bien sûr, mais aussi quand vous commencez à leur parler ici, à ceux qui sont chauffeurs de taxi, qui travaillent dans les cafés, qui travaillent dans les hôtels, ils vous disent tous, bah oui, il y a l'économie, et puis il y a le fait qu'il nous a redonné du confiance en nous, le sentiment qu'on allait être grand, qu'on allait être fort. Ils aiment ça aussi, les Américains. Le peuple américain s'est reconnu davantage dans Donald Trump
que Patrick Sauce dans Joe Biden qui est là-bas dans la Maison Blanche ou dans Kamala Harris qui avait choisi d'ailleurs de passer sa soirée dans une ville comme Washington. Très mauvais choix. Elle n'avait que des mauvais choix à faire. Soit elle choisissait d'aller à San Francisco, choix extrêmement clivant pour les raisons que vous avez données à Pauline, soit elle allait à Howard. On vous a tous expliqué pourquoi, son université de cœur évidemment, mais Washington au cœur de l'establishment. Et c'est vrai qu'on a cherché énormément de raisons, toutes plus compliquées les unes que les autres. Est-ce qu'il fallait voir dans l'élection d'hier un référendum pour ou contre Donald Trump? Est-ce que les femmes allaient voter pour ou contre Donald Trump? Alors que la réponse, elle a été donnée tous les jours, parfois plusieurs fois par jour, par Donald Trump lui-même. La seule vraie question à laquelle les Américains ont répondu hier, c'est est-ce que votre situation est meilleure aujourd'hui qu'il y a 4 ans? Il a imposé la question et vous avez compris qu'il avait imposé la réponse. Patrick Sauce et Apolline de Malherbe en direct de Washington avec Nils Cambier et Jean-Baptiste Margotta. Apolline, Patrick, nous vous retrouverons tout au long de cette émission spéciale pour que vous nous racontiez la façon dont Washington perçoit cette élection de Donald Trump. Vous serez par ailleurs dans un instant avec des invités qui vous rejoindront. Et je vous présente celles et ceux qui vont m'accompagner tout au long de cette émission spéciale. Bonsoir Christine O'Krent. Bonsoir Benjamin. Merci d'être avec nous ce soir sur BFM TV, consultante États-Unis pour BFM TV. Bonsoir Ulysse Gosset. Bonsoir Benjamin. Ulysse qui a fait tomber la veste, éditorialiste politique. Oui, éditorialiste politique international BFM TV. Bonsoir Alexandre Mindel. Bonsoir, vive l'heure d'été. Merci d'être avec nous ce soir, envoyé spécial du Journal du Dimanche aux États-Unis et auteur de Chez Trump, 245 jours et 28 000 miles dans cette Amérique que les médias ignorent. Et bonsoir Reed Brody. Bonsoir. Merci d'être avec nous, avocat américain, ancien substitut du procureur de New York et soutien de Kamala Harris et donc du Parti démocrate. Juste avant de vous entendre évidemment sur l'élection du 47e président des États-Unis, Donald Trump, je voudrais qu'on aille justement retrouver Igor Saïri, grand reporter envoyé spécial, là où la foule a exulté à West Palm Beach, là où Donald Trump a passé sa soirée électorale. Igor, on imagine qu'en Floride, tout le monde a le sourire suite à ce raz-de-marée en faveur du candidat républicain qui va donc rentrer à la Maison-Blanche en janvier prochain. Oui Benjamin, je vais vous expliquer là où je suis qui raconte beaucoup de choses de l'Amérique aujourd'hui. Je suis sur le pont de Mar-a-Lago. C'est la résidence de Donald Trump, un social club comme on appelle ici, réservé plutôt à des gens qui ont beaucoup d'argent. Donald Trump est actuellement à Mar-a-Lago. On ne sait pas s'il va parler. Et sur ce pont, Vincent Berthezen va vous le montrer, il y a des supporters MAGA de Donald Trump qui sont au bord de la route et qui eh bien, appellent les véhicules à applaudir. Et pratiquement tous les véhicules qui passent devant eux applaudissent en soutien à Donald Trump. Vous voyez, ils ont des drapeaux Trump 2024, des drapeaux du Stars and Stripes, le drapeau américain, beaucoup de médias évidemment. Là, nous avons des Asiatiques américains, du Vietnam, on voit le drapeau du Vietnam et le drapeau des États-Unis, là aussi fervents supporters de Donald Trump, et c'est Palm Beach que l'on voit, West Palm Beach que l'on voit au fond de l'image avec la caméra de Vincent Berthezen. Je voudrais maintenant vous emmener voir Zoé. Zoé, je l'ai rencontrée hier soir devant le palais des congrès de Donald Trump, là où il a tenu son discours de victoire, et Zoé est québécoise. Et c'est assez intéressant parce que Zoé, pour vous, cette victoire de Donald Trump est aussi une victoire pour les citoyens canadiens? D'une certaine façon. Pourquoi vous êtes venu là? Pour moi, c'était important de vivre un moment historique comme ça. C'est des élections qu'on entend beaucoup parler. Ils font couler beaucoup d'encre, autant aux États-Unis qu'au Québec, au Canada. On entend beaucoup parler des élections américaines et puis destination ensoleillée. J'avais des petites vacances à prendre. Alors, je voulais vivre ce moment historique avec les Américains en Floride. Merci beaucoup Zoé, en tout cas, d'avoir témoigné pour BFM TV. Zoé qui me disait que Donald Trump va défendre les femmes et la paix dans le monde. Igor Saïri en direct de West Palm Beach avec Vincent Berthezen de Floride. Remontons au nord où on était il y a quelques instants, mais cette fois Clémence Dibou, vous êtes là où Kamala Harris, la candidate démocrate, espérait célébrer sa victoire. Résultat, tout au long de la soirée, ses supporters ont quitté progressivement ce lieu, l'université de Howard. On attend dans les heures qui viennent la déclaration de la candidate défaite, Kamala Harris.
Oui, c'est juste derrière la faculté d'Howard, toujours très bien protégé par des barrières anti-émeutes. Tout le campus américain est protégé par ces barrières anti-émeutes. Et pour rentrer à l'intérieur, il faut montrer patte blanche pour pouvoir aller à ce nouvel rassemblement, on va dire. Ça a été confirmé tout à l'heure par la Maison-Blanche. Kamala Harris parlera bien ici. Elle donnera bien un discours à 22h heure française. Le public était invité à arriver un petit peu en avant. Alors de quel public on parle? Eh bien, très souvent, c'est des étudiants de cette faculté d'Howard, des anciens étudiants ou encore des cadres du Parti démocrate. Mais c'est vrai que si on fait le calcul, eh bien la dernière fois qu'on a entendu Kamala Harris parler, c'était lundi soir à son dernier meeting de Philadelphie. Depuis, c'est silence radio. Le mardi, le jour du vote, elle avait déjà voté par correspondance, donc on n'a eu aucune image d'elle, si ce n'est celle, eh bien, quand elle est allée au QG des démocrates pour donner des coups de fil pour convaincre des gens de voter, et puis plus rien. Elle devait parler hier soir, c'était annoncé, c'était attendu, et à un moment, autour de minuit heure d'ici, eh bien, il y a son président de campagne qui est arrivé sur scène, qui a demandé aux VIP de s'asseoir. Il y a eu un silence qui a été fait, des jeux de lumière. Les supporters y ont cru. Et dans un laconique discours, eh bien, ce président, il a expliqué que Kamala Harris ne parlerait pas ce soir parce qu'il fallait encore compter les votes et qu'elle s'exprimerait demain. Et là, en quelques minutes, les 20 000 personnes qui avaient été conviées, eh bien, sont parties. C'était la fin, c'était plié pour eux. Et ce discours ce soir, pourquoi il est important? Eh bien, parce que ces militants démocrates de gauche, ils espèrent aussi maintenant, eh bien, une boussole, savoir comment on s'organise maintenant que Donald Trump est retourné au pouvoir. Qu'est-ce qu'il va falloir faire pour rentrer en résistance politique? Et c'est ce qu'ils attendent de son discours ce soir. Clémence Dibou en direct de Washington avec Camille Fournier. Et je précise bien sûr que cette prise de parole très attendue de Kamala Harris sera à suivre en direct sur BFM TV, une prise de parole prévue à 22h heure française. Ulysse Gosset, on a suivi avec vous cette nuit américaine, le moment où les États pivots ont progressivement basculé pour aboutir à l'élection de Donald Trump. Et pourtant, ces derniers jours, il y avait une forme d'optimisme dans le camp démocrate. On parlait sur ce plateau d'un sondage dans l'Iowa, de la possibilité de la surmobilisation des femmes. Qu'est-ce qu'on a loupé? À côté de quoi est-on passé pour comprendre ce qui se jouait dans cette Amérique et qui aboutit à un raz-de-marée, une vague rouge, et donc à la réélection de Donald Trump? Oui, d'abord, c'est pas un raz-de-marée, c'est un ouragan. C'est l'ouragan Trump qui déferle sur l'Amérique, et pas simplement en nombre de grands électeurs, mais il y a un écart de 5 millions de voix. 5 millions de voix de plus pour Trump, oui. 71 millions pour lui et 66 millions pour Kamala Harris. La dernière fois qu'un candidat républicain a gagné le vote populaire, c'était en 2004, c'est-à-dire il y a 20 ans. Il y a 20 ans. Donc c'est un résultat exceptionnel. Et non seulement il est président, il revient à la Maison-Blanche, mais il remporte également le Sénat qui devient républicain. Ça veut dire qu'il a les mains libres. Il va pouvoir gouverner l'Amérique. L'Amérique qui voulait un homme fort, eh bien, elle l'a. Il est là. Et évidemment, ce matin, il y a une moitié du pays, enfin au moins 66 millions d'Américains qui sont désespérés et les autres qui sont absolument ravis et qui exultent. Pourquoi? D'abord, les sondeurs se sont trompés surtout sur un État, l'Iowa, en annonçant que Kamala Harris allait gagner et en fait elle a perdu. Et ça, je dirais, entraîné... Ça a faussé l'analyse. Ça a faussé l'analyse des commentaires, mais le fonds de commerce de Trump, il était là. Mais ce qu'il faut bien dire, c'est que ce n'est pas un accident. C'est quelque chose qui remonte vraiment aux racines profondes de ce qu'est l'Amérique aujourd'hui, à la question essentielle. Est-ce que vous allez mieux aujourd'hui qu'il y a 4 ans? C'est ce que disait Trump partout. Eh bien, les Américains ont répondu non. Ça va moins bien. Ça coûte trop cher. Le hamburger est trop cher. Les loyers sont trop chers. L'essence est trop chère. Les prix augmentent et ça suffit. Il y a trop de migrants et ça suffit. Il y a trop de désordre dans le monde. Et le monde a besoin d'un shérif. Alors, le shérif américain, il est là. Pour le monde, on verra. Mais évidemment, c'est un tremblement de terre qui va avoir des conséquences partout sur la planète. Et on continue bien évidemment de disséquer les ressorts de cet ouragan, hein, Ulysse, c'est le mot que vous avez utilisé. Cet ouragan, justement, on va en comprendre tous les détails avec vous, Anthony Lebos, dans votre studio de réalité augmentée, réalité virtuelle. Montrez-nous l'ampleur de la victoire du candidat républicain. Bonsoir Benjamin. Oui, regardez eh bien, cette carte électorale des États-Unis qui va s'afficher sur notre plateau virtuel. Donald Trump, président élu, 276 grands électeurs. Kamala Harris battue avec 223 grands électeurs. Pour l'instant, regardez justement cette carte des États-Unis qui est devenue bien plus rouge qu'en 2020 avec plusieurs États
notamment des swing states remportés par Donald Trump, le président américain élu. Notamment, regardez la Géorgie qui a été remportée par Donald Trump, 16 grands électeurs, 50% des voix. La Caroline du Nord, un peu plus au nord effectivement, remportée aussi par Donald Trump, 51% des voix. La Pennsylvanie, c'est sans doute l'État clé, arbitre, qui est juste ici, 19 grands électeurs, 50% des voix. Sur cette Rust Belt, un petit peu plus haut, le Wisconsin, là aussi remporté par Donald Trump, 49% des voix. Vous le voyez, c'était très serré. 48% des voix pour Kamala Harris. Voici pour les résultats définitifs. Il y a aussi, dans cette Rust Belt, le Michigan que vous voyez ici en noir. Pour l'instant, ce sont des résultats partiels avec 15 grands électeurs à la clé. Taux de dépouillement, près de 94%. Voici pour ce premier swing state encore en phase de dépouillement. Il y en a deux autres, effectivement, sur l'ouest de cette carte. Vous le voyez avec le Nevada ici en noir. Là encore, c'est Donald Trump qui mène. L'Arizona, effectivement, à la frontière avec le Mexique, là où Donald Trump a mené une campagne sur l'immigration. En fait, Donald Trump est en quelque sorte en passe de réaliser un grand chelem en remportant quasiment ces 7 États clés, ces swing states qui ont fait basculer cette élection. On va regarder ensemble effectivement cette carte bien plus rouge que bleue, vous le voyez, c'est flagrant, avec 276 grands électeurs. Il en fallait 270 pour devenir président des États-Unis. Anthony Lebeau, c'est son studio de réalité virtuelle et je voudrais vous montrer cette image à quelques blocs d'ici, à quelques mètres de Times Square à New York, la Trump Tower, où effectivement Donald Trump avait son bureau, symbole de cet empire, parce que c'est aussi l'ancien homme d'affaires qui a été élu, notamment avec l'importance de la question économique. Vous voyez cette image de la Trump Tower. Alexandre Mindel, sur un plan plus personnel pour Donald Trump, je le disais, le comeback le plus incroyable de toute l'histoire politique américaine, peut-être même de l'histoire politique contemporaine, condamné, inculpé pour tentative de coup d'État, et pour autant, les Américains ont fait en quelque sorte fi de ces outrances, de ces saillies, et ont décidé de l'emmener une nouvelle fois à la Maison-Blanche. C'est dire à quel point il y a une grande souffrance chez les Américains pour fermer les yeux là-dessus. On se souvient qu'on n'a pas pardonné à Nixon l'affaire du Watergate, qui paraîtrait presque minime par rapport à ce qu'on reproche à Donald Trump. Alors, qu'est-ce que ça révèle finalement de l'Amérique ? Je pense que pour analyser la victoire de Donald Trump, il faut aussi s'intéresser au Parti démocrate. Parce qu'il a récupéré une grande partie des cols bleus, des ouvriers, ce qu'on appelle avant le Parti démocrate, le parti du common man, des gens ordinaires, ouais. C'est comme ça. C'est-à-dire quand on regarde notamment les chiffres sur les foyers qui gagnent moins de 50 000 $ par an, c'est spectaculaire. Il y a une bascule gigantesque. C'est-à-dire, qu'est-ce que va devenir le Parti démocrate ? Il représente, mais dans l'esprit des gens qui votent Trump, les élites, les globalistes de New York, et ne représente plus les défenseurs des travailleurs, et maintenant même des minorités. C'est-à-dire qu'on voit que le vote des latinos est de plus en plus important pour Trump et le vote des Afro-Américains. Moi, c'est ce que je vois de cette revanche personnelle de Trump, qui en plus de ça se paye le plaisir de dire, moi, le raciste, j'ai le vote des minorités. Oui, Christine Kelly, c'est vrai que c'est important le point soulevé par Alexandre Mindel. Succès de Donald Trump chez les latinos. Succès de Donald Trump dans un État, le Michigan, avec une forte communauté musulmane. Au fond, cela bat en brèche l'idée que l'électorat de Donald Trump, ce serait seulement les rednecks. Ces Américains, certains disent petits blancs déclassés. En fait, le mouvement, la lame de fond est beaucoup plus forte que cela. Le mouvement est immense et en fait on se souvient que lorsque Joe Biden a été élu et qu'il a pris ses fonctions, il a dit en fait Trump c'était une parenthèse et nous les démocrates nous allons restaurer l'état de droit, relancer l'économie et nous allons nous intéresser à la classe moyenne. Et c'est d'ailleurs dans cet esprit pour reconquérir cette classe moyenne qu'il a lancé le fameux programme économique massif dont les résultats, jusqu'à présent, ont été loin de convaincre très manifestement les électeurs. Et donc, en fait, la parenthèse, c'était la parenthèse des démocrates de Biden et donc par ricochet de Kamala Harris. Et on est face à une Amérique qui est vraiment, je crois, l'Amérique qu'on a beaucoup de mal à comprendre vu d'Europe, vu de France. Une Amérique qui correspond à ces territoires et je reprends le titre du livre de notre ami, ces endroits où on ne va jamais.
en quelque sorte, à la rencontre de Flyover States. C'est ces États au-dessus desquels on passe en avion. On les survole, et d'ailleurs on voit que les bastions démocrates, ce sont les deux côtes, la côte Est et la côte Ouest, même si ici, à New York, bastion démocrate historique, on a vu le Parti républicain et Donald Trump améliorer leur score hier. Éric Brody, on parlera dans un instant bien sûr de la débâcle du Parti démocrate. Juste avant, on va retrouver Apolline de Malherbe et Patrick Sauce en direct de Washington. Vous êtes avec un invité pour continuer de disséquer ce phénomène Trump qui retrouve donc la Maison-Blanche. Oui, et justement, on voit aussi, vu d'ici, vous savez, le district de Columbia, c'est un endroit très particulier. D'abord, c'est pas officiellement un État, et puis c'est beaucoup d'Américains de passage qui viennent pour vivre les administrations qui se succèdent. Traditionnellement, on dit toujours que c'est un endroit où on vote plus majoritairement démocrate. Et pourtant, ici comme ailleurs, eh bien, le vote démocrate, il a quand même largement reculé, parce qu'il y a aussi tous ces travailleurs, et c'est très frappant quand vous parlez avec eux, avec notamment, tout simplement, les chauffeurs de taxi, quand vous posez le pied à Washington. Ce matin, c'était un noir américain né en Éthiopie, désormais citoyen américain. Il a voté Trump et avec enthousiasme, m'a-t-il dit. Il aurait voté 2 fois plutôt qu'une. Et il m'a parlé de 2 questions. L'économie, le prix du gallon de lait, le bidon de lait. On l'achète pas au litre, le lait ici, mais on l'achète en gros bidon. Il me dit, il y a un an, je l'achetais $2. Aujourd'hui, je l'achète $4,50. Et puis, les droits LGBT. Il dit, moi, j'ai rien contre, mais en fait, j'en ai assez. Il a dit, j'aurais voulu que Kamala s'occupe de nous avant de s'occuper uniquement des minorités sexuelles. Voilà exactement ce qu'il disait ce matin. Et quand j'ai quitté le taxi, il me disait God bless you, God bless America. La question effectivement aussi spirituelle est très importante ici. Et puis il y a tous ceux qui vivent donc à Washington comme vous, Stéphanie Kama-Rouzaman. Vous êtes conseillère des Français de l'étranger à Washington et ça fait 23 ans surtout que vous vivez aux États-Unis, que vous voyez ces États-Unis évoluer. On peut le dire, la communauté internationale à Washington, qui est une communauté très importante ici à Washington, des expatriés, elle était globalement pour Kamala Harris. Vous êtes déçus ce matin? Déçus, oui, certainement. Le réveil a été dur. Surprise, non, parce qu'il y avait un risque. Je dirais que de ce que j'observe depuis 2001, la femme aux États-Unis, c'est difficile pour elle, que ce soit au niveau professionnel, dans plein de domaines. Vous arrivez ici, il n'y a pas un système social qui fait que si vous avez de jeunes enfants, ils iront à l'école et ils seront gardés. Vous allez devoir trouver les ressources mais souvent devoir faire un choix. On doit toujours choisir entre travailler et avoir des enfants. Mais alors, pourquoi ils votaient pas? Pourquoi ces femmes-là, si on vous écoute, n'ont pas voté Kamala Harris? D'abord, Kamala Harris, son problème, en plus d'être une femme et d'être de couleur, ne pas être blanche. Vous pensez vraiment que ça a joué, ça? Il y avait effectivement la volonté de l'homme fort, ça on l'a bien compris, mais le rejet d'une candidate parce qu'elle est femme et parce qu'elle n'est pas blanche, moi j'ai pas senti ça dans les chiffres. Noir américain qui a voté Trump. Je pense qu'on a évité de parler du côté femme en début de campagne qui, ce que je voulais dire, en fait, n'a commencé qu'au mois de juillet pour Kamala. Kamala qui était dans un rôle de vice-présidente. Donc forcément, quand vous êtes vice-présidente, vous ne faites pas de l'ombre au président pendant qu'il remplit son mandat. Et passer de vice-présidente à candidate pour les élections, elle l'a fait en une très courte période. Moi, je pense que sa campagne, elle l'a bien faite. Elle a généré énormément d'enthousiasme. C'est pour ça qu'on est déçus, parce que certains d'entre nous avaient fini par y croire. Mais l'obstacle, c'était qu'on ne la connaissait pas. Que Trump, lui, a pu dire 20 000 fois, et à force de le dire, et que d'autres le répètent pour lui, sur les réseaux sociaux notamment, qu'elle est incompétente, qu'elle est bête, qu'elle est stupide. Il l'injure. Il a dit en fait que ça le gênait qu'elle soit d'une certaine couleur. Il savait pas trop laquelle. Il hésitait entre marron et noir. Lui, il n'a pas hésité. Par contre, la discussion sur la femme, le genre,
Il est arrivé à la fin, parce que ça commençait, je pense, à devenir désespérant. En un mot, j'ai l'impression que, selon vous, elle a fait comme elle a pu. Le principal obstacle, il n'est pas derrière, là, depuis 4 ans. Ce serait pas Joe Biden qui se serait entêté après avoir dit, il y a 4 ans tout juste, moi je serais un pont en mettant en avant Kamala Harris, mais pour la photo finalement seulement. En fait, ce que je pense, c'est que même si Kamala aujourd'hui n'a pas été élue, vous pouvez par exemple regarder dans le Maryland, il y a une femme noire qui a été élue sénatrice pour le Maryland, pour nous représenter. Enfin, pas moi parce que je suis pas américaine, mais ça c'est positif. Le gouverneur du Maryland, c'est un homme noir. On rentre un peu dans les détails, effectivement. Mais le monsieur là, monsieur Biden, il a rien fait. En fait, c'était normal qu'il soit. Quand on est élu ça une fonctionne fois, comme ça, les vice-présidents, c'était normal. Effectivement, sont souvent dans l'ombre. Mais ce que vous disiez sur les femmes est à la fois très intéressant et en même temps très paradoxal, parce que finalement, ces femmes, à la fin, elles doivent quand même payer leur gallon de lait, et c'est, semble-t-il, ce qui l'a emporté sur toutes les autres questions. Benjamin, on poursuivra évidemment cette question-là de la séparation aussi entre une forme de peuple et d'élite ici à Washington. Merci beaucoup Apolline de Malherbe et Patrick Sauce avec Jean-Baptiste Margotta et Niels Cambier. Effectivement, Reed Brody, c'est intéressant cette discussion au fond de savoir si Kamala Harris n'a pas loupé la cible. Certains démocrates avaient de l'espoir en voyant les sondages de sortie d'urne qui montraient que les Américains s'étaient prononcés sur la question de la démocratie, en se disant au fond, Kamala Harris alertant sur le péril fasciste, sur le risque pour la démocratie qui venait avec l'élection de Donald Trump. Au fond, ce qu'on voit, c'est que les Américains se sont prononcés sur la question de l'inflation, sur la question de l'économie, sur la question de l'immigration, et que sur ce sujet, ils considèrent que le bilan de Joe Biden était un boulet pour la candidate démocrate.